Eh mon gars, Ouais, mon gars, toi t'aimes bien l'innovation? j'adore ça. Eh ben le 14 août 2024, dans la revue Science Robotics, il parle de scientifiques du Korea Institute of Machinery and Materials qui ont développé une roue morphing qui est capable de s'adapter aux différents types de terrains. En fait, elle adopte une forme rigide lorsqu'elle circule sur une surface plane et elle Ok. s'assouplit et elle devient déformable devant un obstacle. Waouh. Ah ouais, ça t'en avais pas parlé, on avait fait un épisode sur la roue il me semble. Oui, mais j'avais pas du tout parlé de ce truc-là. Mais heureux d'en apprendre toujours plus, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Cette roue se compose d'une chaîne entourant sa surface extérieure reliée à un moyeu central par un système de rayons qui peuvent se plier et le système ajuste instantanément leur tension pour la rendre plus souple et lui permettre de franchir des obstacles plus hauts que son propre rayon. Ça a été testé sur des fauteuils roulants, il y a même un prototype qui a permis de gravir des marches de 18 cm. Ah, mais ça me dit quelque chose. J'ai l'impression d'en avoir déjà vu une vidéo ou un truc comme ça. Les roues là-dessus. sont jaunes. Peut-être que c'est- alors, là, Ça devient un 18, je suis obligé de te croire sur parole, là. Une très bonne nouvelle pour les personnes en fauteuil roulant, tu en conviendras. J'en conviens. Et on peut dire que ces scientifiques, ils ont réinventé la roue. Mais tellement. You probably shouldn't laugh anymore. Pas mal, c'est français. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Nom de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Und Muscatnuss! Muscatnuss, Herr Müller! Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Comme tous les 15 jours, c'est une joie qui perce le plafond de vous retrouver pour vous raconter des trucs très intéressants, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, je ne serai bien sûr pas seul, car je serai accompagné de mon vieux gars, mon dude, le co-animateur de cette émission, qui n'a plus besoin qu'on le présente, tant son influence sur les internets est importante. Oh là. Il ferait passer MrBeast pour Bilal du 92. Je veux bien sûr parler de Sam. Comment vas-tu bien, toi, là? Bah écoute, ça va. Je prends ça comme un compliment. Bon, je sais pas de quelle façon, parce que je connais assez peu Bilal et MrBeast, c'est ça? Ah, MrBeast, ouais. Lui, je l'aime pas trop, lui, par contre. Ouais, Mais, moi pas trop non plus, mais par contre, Bilal du 92, est-ce que tu te souviens de sa punchline? non, je suis pas sûr là. Vas-y, éclaire-moi. Bilal Sparky, mec d'escarpe, t'inquiète, 92 FAR, y a rien à faire. Oh, c'est waouh. Eh, De la poésie. Tu remarqueras le flow que j'ai là. Ah ouais, mais C'est... tellement de barres, comme ils disent. Mais ouais, bah ça va bien. Écoute, mon gars. Et toi? Bah écoute, une petite crève, Petite une petite crève, et après c'est ce qu'on appelle le rhume irlandais, tu sais, qui dure à peu près 3 semaines. Ouais. Voilà. C'est pareil. J'ai un petit chat dans la gorge là aujourd'hui, mais bon, ça devrait aller tranquille. Ah ouais, d'ailleurs, on en avait parlé d'ailleurs des chats la dernière fois. Ouais, effectivement. D'ailleurs, C'est- mon épisode préféré d'ailleurs, je Moi pense. aussi, c'est mon épisode préféré Ouais, clairement, de loin, il était quoi. vraiment le plus intéressant qu'on Ah, ait fait de très absolument. très loin. Noël est désormais très proche et pour fêter ça, comme on sait si bien le faire à DTC, on va parler de meurtre, de misère sociale, de junk food et de beaucoup trop manger. Bah si, il y a peut-être un petit lien avec Noël du coup. Ah bah oui. Oui, beaucoup trop manger. Effectivement. Donc avant de vous mutiler avec des huîtres ou en sabrant le champagne, laissez-nous donc vous intéresser. C'est parti. L'affaire des sœurs Papin. Pour la première fois dans DTC, on va s'intéresser à un genre que l'on peut compter dans les catégories reines des podcasts, avec les émissions de développement personnel et les grosses têtes. Les podcasts de True Crime. Ou comme on les appelle chez nous, on te la raconte. Aussi appelés documentaires criminels au Québec. Quoi de mieux pour cela que de reprendre une affaire bien française, le crime des sœurs Papin, qui en février 1933 fait partie des affaires les plus retentissantes de l'histoire, de l'histoire du fait divers en France. Sa violence inouïe, ses motivations floues et les passions qu'il a déchaînées en font une affaire à part. Criminel sanguinaire pour les uns, victime de l'oppression bourgeoise et de la lutte des classes pour les autres, les bonnes de la famille Lancelin ont divisé l'opinion et enflammé les philosophes, écrivains et politiques. Ah attends, on va commencer donc, d'abord il faut que je mette la musique du True Crime. Ouais, là, ça met on est dans dans l'ambiance, l'ambiance, là. hein. Là on Ouais. est dans l'ambiance.
Jeudi 2 février 1933, 19h. En ce début de soirée d'hiver, la nuit a déjà recouvert la ville du Mans. Monsieur Lancelin, qui regagne son domicile, une élégante maison du quartier chic de la ville, glisse sa clé dans la serrure et pousse machinalement la porte. Mais celle-ci lui résiste, elle est fermée de l'intérieur. Se reculant, il s'étonne de ne voir aucune lumière aux fenêtres de cette imposante demeure bourgeoise. Pourtant, sa femme, sa fille et les domestiques devraient être là. Bizarre. Les maîtresses de maison ne sont peut-être pas rentrées, mais les bonnes, qu'est-ce qu'elles fichent les bonnes ? À 20h, il appelle le commissaire Dupuis, qui le rejoint accompagné d'un greffier et de 2 agents, qui s'appellent les détectives Rago et Vérité. Ça, c'est absolument vrai. Rago et Vérité. Rago Okay. et Vérité. Mhm. L'un d'entre eux casse un carreau, pénètre dans la maison et parcourt les pièces à la lumière de la lampe torche. Dans les escaliers, le faisceau éclaire brusquement un œil reposant sur une marche. Puis, quelques mètres plus loin, 2 corps baignant dans une mare de sang. Il s'agit de Madame Lancelin et de sa fille Geneviève, atrocement mutilées. Le meurtrier est-il toujours dans la maison ? Une pièce de l'étage est fermée à clé. La chambre des bonnes, les sœurs Papin. Un serrurier est dépêché. Dans la chambre, on retrouve les 2 femmes blotties l'une contre l'autre, vêtues d'un simple peignoir. À la vue des policiers, Christine Papin, l'aînée, déclare « Je vous attendais ». Alors, comment en est-on arrivé là ? Alors j'ai eu toutes les peines du monde à trouver l'origin story des sœurs Papin, et ce malgré le fait que leur histoire soit assez triste, bien que peut-être banale pour l'époque. Christine et Léa Papin sont issus d'un milieu modeste. Leurs parents, Gustave Papin et Clémence Deré, sont tous les 2 cultivateurs. Mariés depuis l'automne 1901, ils vivent dans un village à Saint-Marc-d'Outillier, près du Mans. Christine, la plus âgée, née le 8 mars 1905. Sa sœur Léa vient au monde 6 ans plus tard, le 15 septembre 1911. Leurs parents divorcent dans la douleur en 1912, donc c'était vraiment pas fun. Christine est envoyée dans un institut catholique et leur mère garde Léa, donc la plus jeune, jusqu'à ses 7 ans, avant de la placer dans un orphelinat, soit donc on est en 1919. En 1922, Christine, donc la plus âgée, a 17 ans et sort de l'institut catholique. Et d'ailleurs, Sam, d'après toi, comment s'appelait cette institution ? La Congrégation de la Chaise-Dieu, le Bon Pasteur, l'Ordre des Pauvres Dames ou la Sororité de la Sainte-Riette. Ils sont à côté du Mans, donc... Ouais. Ouais, voilà. Ok. Donc j'exclus déjà de facto la réponse 4. Je pense que tu peux. Oui, là, sans danger, ouais. C'était quoi la 3e déjà ? L'Ordre des Pauvres Dames. L'Ordre des Pauvres Dames. Ouais, je pense pas que ce soit ça. C'était quoi redis-moi le premier et le 2e ? La Congrégation de la Chaise-Dieu ou le Bon Pasteur. Ouais, je vais dire, allez, la Congrégation de la Chaise-Dieu. Et c'est une mauvaise réponse, il s'agissait du Bon Pasteur. Oh. Ce Bon Pasteur que tout le monde aime tant. Nous voici donc 2 ans plus tard, en 1924. Léa sort de l'orphelinat à 13 ans, travaille pour différentes familles avec sa mère en tant que domestique, et finit par rejoindre sa sœur en 1926 au service de la famille Lancelin. Commence alors 7 ans de service chez les Lancelin. Il y a donc la maîtresse de maison, Geneviève étant sa fille, et le chef de famille, René Lancelin. En dehors du service, les 2 sœurs ne semblent pas vraiment entretenir de relations avec leurs employeurs. Leurs liens sont distants. Les reproches de Madame Lancelin, plus ou moins justifiés, sont acceptés sans difficulté apparente. Elles sont considérées comme étant excessivement dociles. Les sœurs Papin travaillent toute la semaine et bénéficient d'un après-midi de repos le dimanche. Donc nous on va pas se plaindre, voilà. Les jeunes femmes vendent leur force de travail sans rechigner et sans jamais se plaindre de leurs conditions. Enfin tout ça c'était avant le drame bien entendu. Nous sommes donc de retour le 2 février 1933 et pour décrire les faits en détail, je vais te donner un extrait de la déposition de Christine Papin donnée aux enquêteurs peu de temps après son arrestation. Alors attention, c'est assez cru. Je t'avais dit que c'était pas une affaire comme les autres. Je dois bien l'admettre, ce sujet ne me fait pas du tout rire, mais par contre je suis excessivement intéressé, je dois bien le reconnaître. Ah bah je te remercie. Donc du coup je poursuis. Bah je t'en prie. Alors je suis l'interrogateur. Eh bien mademoiselle Papin, nous direz-vous ce qu'il s'est passé ici ce soir ? Nous vous écoutons. Christine commence alors. Mercredi, j'avais repassé dans la journée et le fil du fer électrique s'était cassé. Je l'avais porté à réparer et j'étais allé le chercher aujourd'hui dans la journée. Ce soir, un peu avant la nuit, mes patrons ont quitté la maison et nous n'avons eu ensemble aucune discussion. Elles ne m'ont donné aucun ordre pour mon travail. Donc juste ici, rien d'anormal. Mes patronnes rentrèrent vers 5h30. Entre-temps, ma sœur Léa avait fermé les volets.
Quand madame et mademoiselle Lancelin furent rentrées sur le palier, je leur dis que je n'avais pas pu repasser parce que le fer s'était à nouveau démoli. Ma patronne, alors, s'est fâchée et a voulu se jeter sur moi. Je m'élançai alors sur mademoiselle Geneviève Lancelin en lui sautant à la figure. Je lui arrachai les yeux avec les doigts. Pendant ce temps, ma sœur en faisait autant à madame Lancelin. Les deux femmes se sont alors affaissées. Je descendis à la cuisine où j'allais chercher un marteau et un couteau. Je donnai le couteau à ma sœur. Alors, nous avons frappé nos maîtresses à la tête avec le marteau. Il faut que je fasse une pause parce que... Nous leur avons... Ouais, attends, c'est pas fini. Nous leur avons défoncé le crâne, tailladé la figure et le corps avec le couteau, et nous avons également, avec un pot d'étain qui se trouvait à proximité, nous avons frappé également avec un pot d'étain qui se trouvait à proximité sur une petite table. Nous nous sommes passés mutuellement les instruments au cours de la scène, si bien que ma sœur et moi avons frappé alternativement avec le marteau et le couteau. Nos victimes ont crié mais n'ont prononcé aucune parole dont je puisse me souvenir. Ma sœur a fermé la porte cochère ainsi que celle du vestibule. Et là, l'enquêteur demande « Pourquoi donc avoir fermé les portes, une fois le crime commis ?» Christine répondra « J'aimais mieux que ce soit la police qui constate le crime plutôt que monsieur. » Donc déjà, là, tu dis qu'il y a quand même si ça paraissait quand même quelque chose de très spontané... Ouais, enfin, il y a quand même directement, il y a eu un côté très pragmatique. Ouais. C'est... Très lucide, quoi, dans l'histoire, quoi. Exactement. Quelques mois passent, et le 29 septembre 1933 s'ouvre au palais de justice du Mans le procès très attendu des sœurs Papin. Même si l'affaire est exceptionnelle, le procès en fait ne durera qu'une seule journée. Les deux avocats des sœurs ne vont pas ménager leurs efforts, mais c'était peine perdue. Le verdict tombe dans la nuit du 29 au 30 septembre. Christine est condamnée à mort et Léa, la plus jeune donc, a 10 ans de travaux forcés. Finalement, Christine ne sera pas guillotinée. En janvier 34, le président de la République, Albert Lebrun, commue sa peine en travaux forcés à perpétuité. Elle est d'abord transférée à la maison centrale de Rennes. Mais son état de santé ne cessant de se détériorer, elle est internée à l'hôpital psychiatrique de la ville, et elle s'y laisse mourir et décède le 18 mai 1937, soit 4 ans après les faits. D'accord. Léa, donc la plus jeune, dont le rôle dans le crime a été minimisé depuis les premières déclarations, bénéficie de circonstances atténuantes, on considère qu'elle a été plus ou moins manipulée par sa sœur. Ouais. Après avoir purgé sa peine, elle s'installe à Nantes et ne fait plus jamais parler d'elle jusqu'à sa mort à 90 ans. Dans une maison de retraite, et ce sans jamais parler de son crime, et elle est morte le 24 juillet 2001. Ok, donc elle a quand même une longue vie, quoi. Elle a quand même une très longue vie, mais voilà, complètement sous silence. Ouais, elle a fait en sorte de tomber dans l'oubli. J'ai lu des articles, il y a des journalistes qui ont essayé de l'interviewer, mais jamais elle ne reparlera de ça. Jamais. Ok. Donc voilà, pour l'affaire des sœurs Papin, jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas de manière précise ce qui explique un tel passage à l'acte. On ne sait pas. Ouais. Alors il y a... Non, puis même si le motif invoqué est celui-ci, parce que si tu parlais d'être très pragmatique et tout ça, ça se trouve elles se sont peut-être arrangées, elles ont peut-être fomenté une histoire avant que la police arrive et tout ça, donc. Bah il y avait déjà, comment dire, des raisons sous-jacentes. Déjà de leur histoire familiale qui est très très compliquée. Ouais. Elles avaient des relations extrêmement conflictuelles avec leur mère. Il y avait aussi un aspect psychiatrique. En fait, tout au long de l'enquête et du procès, les gendarmes, juges et avocats, en fait, arrêtaient pas de se demander, mais c'était quoi vraiment le motif ? C'était quoi le mobile du crime ? Parce que les sœurs Papin elles-mêmes étaient incapables de dire pourquoi vraiment elles ont fait ça. Probablement qu'elles ne se rendaient même pas compte elles-mêmes. Et les jurés ont fini par les condamner juste sur la base parce que vraiment, elles ont énucléé leur... Ah ouais. Voilà. La violence, quoi. C'est-à-dire que les enquêteurs ont retrouvé des yeux dans l'escalier. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup de théories. Il y a eu une possible homosexualité latente entre les deux sœurs. C'était un geste meurtrier en apparence immotivé, alors que pourtant il était censément prémédité. La tension sociale, la paranoïa et l'autopunition. Alors ça, c'était vraiment... Ok. Mais... il y a un psychiatre, notamment le docteur Logre, qui était... il s'appelle Logre, oui. Non, mais les noms dans cette enquête, Rago, Vérité, Logre, bon. Donc c'était le psychiatre qui était commis par le tribunal. Et, en fait, par rapport à leurs antécédents et suite à l'observation des deux sœurs après même le procès, ils ont réussi à mettre un nom sur ce qui a pu causer ce terrible fait divers. C'est le terme de folie à deux. Ou la psychose partagée ou psychose induite. Donc c'est un phénomène psychiatrique qui résulte de l'adoption de la thématique délirante d'un individu psychotique et qui du coup ça se prend par comment tu dis
Effet de mimétisme. Exactement. Ouais. C'est un effet de mimétisme parce qu'en plus comme elles étaient tout le temps ensemble. Ouais. Au fait, et c'est pour ça qu'au final même la justice a fini par trancher sur le fait que Léa était complètement sous influence. D'accord. Parce que Elles avaient quoi comme écart d'âge déjà toutes les deux? elles avaient 6 ans. Ok. Ouais. Donc, mais elles étaient vraiment tout le temps ensemble. En dehors de quand elles étaient au service des Lancelins, quand elles sortaient, c'était que toutes les deux, mais elles ne parlaient jamais à personne. Elles n'avaient aucune vie sociale. Voilà. Donc, D'accord. donc c'est ce qui expliquerait aussi peut-être ce passage à l'acte, c'est que elles étaient négligées par leur mère en fait, qui du coup ne voyait en elles que un moyen de substitution, enfin de soutenance. C'est-à-dire qu'elles ponctionnaient leur salaire. Et à un moment donné, en fait, les deux sœurs ont arrêté. Okay. Et de lors, elles ont coupé tout pont avec leur mère et elles n'avaient plus de contact avec personne. Alors, on a estimé que c'est peut-être à ce moment-là que elles ont commencé vraiment à vriller, quoi. Mais voilà, on ne saura jamais. Ça restera toujours un mystère. Il y a que des hypothèses, mais rien qui est vraiment avéré, quoi. Exactement. Donc voilà, pour ce fait divers qui alimente toujours des discussions, de par sa violence, mais aussi par son absence d'explication rationnelle. Ouais. Ce qui rentre en totale contradiction avec l'esprit humain qui a besoin d'expliquer l'inexplicable. Et dans le genre inexplicable, Sam, je pense que de ce dont tu vas nous parler va probablement paraître un chouïa incompréhensible par bon nombre de nos auditeurs, je me trompe? Ah, il y a moyen, effectivement. Le mukbang. Ah, la bouffe. La ripa et la graille, y a que ça de vrai. Dans un pays comme la France, le temps passé à table a été érigé en tant qu'art, ce qu'on appelle d'ailleurs les arts de la table. Que ce soit pour les aliments cuisinés et consommés, la présentation de la table même, le protocole, et puis peut-être le plus important, la compagnie, le temps passé à table est précieux. Tels les protagonistes d'une pièce de théâtre, chacun joue son rôle. Entre la mère qui gueule sur les gosses parce qu'ils ne veulent pas manger, le père qui feint d'ignorer la frustration de sa compagne, le tonton raciste, la mamie gâteuse, ou encore l'adolescent scotché sur son téléphone, ici, la table sert de scène et les couverts d'accessoires. Tout ce joyeux bordel, parfois un peu hypocrite, faut bien le reconnaître, tient pourtant un rôle crucial, la sociabilisation et la cohésion des individus entre eux. Et pourtant, ce moment de la journée est en péril. Entre les profonds bouleversements qu'a connus la famille dite traditionnelle ces dernières décennies, les habitudes alimentaires qui ont changé et l'abondance d'écrans dans notre quotidien, il semble que ces moments passés à table, en famille ou entre amis, se fassent de plus en plus rares malheureusement. Et à l'heure actuelle, ce qui semble assez bien encapsuler tous ces changements sociétaux, c'est bien le mukbang. Mais alors le mukbang, ça vient d'où? C'est quoi? Eh bien, tout commence en Corée du Sud, dans les années 2000, où des personnes se filment littéralement en train de manger. Ils se connectent sur des chatrooms et devant une audience, ils mangent. Alors à la base, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît maintenant. C'est plutôt une façon de pallier la solitude que les gens subissent et passer ce moment en compagnie de personnes, même si c'est par écran interposé. Mais avant ça, cette culture de la gastronomie télévisuelle en Corée avait un autre but, celui de mettre en valeur la personne qui cuisine. De plus, la culture coréenne donne généralement une place importante à l'alimentation saine. L'un de leurs aliments phares, par exemple, le kimchi, qui est un chou fermenté, très peu calorique et riche en nutriments, et apparemment très bon pour la santé. Et c'est un des aliments qui explique la longévité des Coréens aussi, apparemment. Ah ouais, j'avais vu un documentaire Arte là-dessus. Ouais, et on a vu le même, je pense. Oui, il y a des chances. Et puis... Et puis enfin, je trouve ça déjà moi aussi très intéressant déjà jusque là. Merci. Et mais surtout c'est que je trouve que c'est un peu ironique ouais. quand tu vois d'où ça vient. Oui, c'est clair. En plus je pense déjà un peu savoir vers quoi tu vas aller. Donc je t'en prie. Peu importe l'alimentation saine coréenne, revenons-en plutôt au mukbang. Comment expliquer le succès de ce phénomène? Donc il y a plusieurs explications à ça. Il y a, tout d'abord, et le plus évident est déjà mentionné, c'est la solitude. Donc peut-être le premier élément qui a motivé cette pratique. Dans la société coréenne, mais pas que, parce que on retrouve ce phénomène-là globalement, les individus pressurisés par leur travail, qui en demandent trop et qui accaparent une bonne partie de la journée, n'ont que peu de temps pour faire des rencontres,
passer du temps en famille ou avec des amis, et une fois la journée de travail finie, il se retrouve seul pour manger. Bah attends, mais y a pas le temps quoi, il y a le travail hein. Bah mon gars, c'est une boîte de raviolis Comment au tu lieu. veux qu'une société fonctionne sinon? Bah attends, Bah alors. le boulot mon gars, la Ouais, du thune. 70 heures semaine mon gars. Moi c'est ce que je fais, 2 fois. Deux Alors, fois. ouais, Ah ouais, exactement. du ouais. 140 heures semaine. Exactement. Ok, ouais. ok, Ouais, d'accord, ouais. ouais. C'était un bon toi. 160 quand je suis chaud. Ah ouais. Ouais, Oh, putain, ouais. t'es un vrai, mais t'es un trooper. Et mon après je garde quand même du temps pour cette émission. C'est bah, le génie. C'est ce le qu'on génie. appelle donner l'exemple. Insupportable. Donc, C'était la minute pensée de droite. ouais, merci. Donc la solution pour contre la solitude alors est de se créer une communauté sur internet afin de recréer un tissu social et ainsi avoir des personnes avec qui passer du temps pendant le repas. Ensuite, autre raison est déjà mentionnée aussi également, c'est les écrans, évidemment. Bah oui, déjà qu'avant l'apparition d'Internet, la télé était souvent fustigée comme étant un frein à la cohésion du groupe et un parasite quant au temps passé à table. Où l'on peut, c'est un temps qui est toujours dédié à, par exemple, parler de sa journée, comment tu te sens, tout ça, machin. Et rapport à la solitude de nos jours, hein, le mukbang permet, à l'aide d'un écran, de passer du temps en compagnie et de discuter. Voilà, tout simplement. Troisième raison, la thune, mon gars. Pensée de droite, encore une fois. On en revient toujours un petit peu à ça. Bah hein. oui, évidemment. Surtout de nos jours, hein, où il y a une vraie demande qui n'a d'ailleurs plus grand chose à voir avec son apparition, mais plus avec les revenus qu'il génère. Mais par contre, juste pour replacer dans le contexte. Ouais. Quand tu parles de la Corée, Oui. tu parles bien de tu parles bien de la Corée du Sud. Hein. Oui, évidemment. Tu parles pas des communistes. Hein. Je parle non, je ne parle pas des communistes, évidemment, quoi. Ok, non, c'est parfait. Je voulais juste qu'on mette l'international au moins une fois. Voilà. Ok, ça marche. Et en effet, donc, les mukbangers les plus connus génèrent des revenus, pub inclus, qui peuvent générer jusqu'à plus de $10,000 par mois, ce qui représente quand même beaucoup de fric, hein, quand il s'agit juste de manger au final. Ouais, c'est ça, ouais. Et la dernière explication, mais pas des moindres, le sexe. Ok, alors là, par contre, va vraiment falloir que tu me fasses le parallèle. Bah ouais, parce que... mais car on ne compte plus les fétichismes qui émoustillent, que oui, dis-je, ça. excitent les gens. Entre bruit de bouche claquant, succion bien baveux et respiration bovine, le mukbang est le royaume de ces bruits qui sont contre toute attente source de fantasmes pour beaucoup d'auditeurs. Je crois, mon cher Goth, qu'on a fait fausse route depuis le début de ce podcast. On n'aurait jamais dû perdre autant de temps à retirer tous nos bruits de bouche. Surtout quand j'ai bu quelques bières la veille, je suis prolifique dans ce domaine. Dommage, on a clairement loupé le coche d'un succès certain. Ouais, mais très sincèrement, je pense que dans notre public, il y a plus de misophones que de gens qui apprécient Il y a les moyen, bruits de bouche ouais, désagréables. effectivement. Mhm. Et alors, quand à la base, il s'agissait de manger en compagnie de spectateurs, maintenant, il faut manger toujours en compagnie de spectateurs, mais beaucoup. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser aux compétitions de bouffe. En France, on a surtout vu ça dans les films américains où ces épreuves se déroulaient souvent dans le cadre d'une fête de village ou d'un festival. Eh bien c'est vrai, car avec le Canada et le Japon, c'est l'un des pays où les concours de bouffe sont les plus appréciés. America, fuck Mais yeah. oui. Le père de ces mangeurs compétitifs serait Nicholas Wood, un Britannique de son état au XVIIe siècle. Dans un pamphlet intitulé « Le grand mangeur du Kent » ou « L'admirable dentition et les exploits gastriques de Nicholas Wood », il y est répertorié les exploits de cette bonne fourchette, notamment qu'il aurait mangé lors d'un repas 84 lapins ou encore 400 pigeons lors d'un autre repas. Et alors, lors d'un autre repas, il a mangé quelque chose d'absolument gueudin, et ça, mon cher Goth, tu vas le deviner. Lequel, parmi ces 4 propositions, a-t-il réellement mangé ? Une tarte au caca, un mouton cru, donc cornes, dentition et laine à part, hein, mais cru quand même le mouton, 18 tourtes à la boue ou 18 kilos de paille. Oh la vache. Bon, alors ok, tu sais quoi, je vais enlever la tarte au caca parce qu'ils sont trop puritains pour un truc pareil. On n'est pas dans Jackass. Tu sais quoi, je vais aller avec le mouton entier. Le mouton cru ? Ouais. Eh ben, c'est une bonne réponse. Allez. Il a mangé un mouton cru, le gars, en un repas. Mais je pense que comme pas mal de viande blanche, ça va être un peu malsain. Enfin, c'est pas. Oui, je pense que, mais de toute façon, c'est pas bon de manger de la viande crue comme ça, si elle est pas préparée, apprêtée ou, voilà, quoi. Bon. Non, oui, même de toute façon, même gustativement parlant, Ouais. C'est pas ouf. Il est notamment dit que Nicholas Wood, une fois, aurait fait un coma
après avoir mangé, il serait tombé dans le coma pendant 8 heures à table, et en se réveillant, il aurait repris son repas, évidemment. Bah, il était connu pour ça, le gars. Non, mais bien sûr. Puis, c'est un précurseur. Bah, évidemment. Ok, faut lui donner un peu de crédit. Exactement. Et alors, ces concours d'empiffrage témoignent déjà de l'attrait pour un certain voyeurisme et une certaine passion morbide pour le risque qu'il peut représenter. Rien que depuis 2012, parce que oui, les compétitions de bouffe, ça a toujours lieu, une dizaine de personnes sont mortes durant ces concours en s'étouffant, que ce soit en mangeant des hot dogs, du KFC, des marshmallows ou encore des cafards vivants. Chais. Franchement, là, pas de pitié, je suis toi. désolé, mais là, non, mon gars, là, tu t'es empathie, fait quoi. ça tout seul. Hein. Ouais. Donc, C'est clair. Puis ils avaient juste qu'à faire une petite citrate, ils auraient été nickel. Voilà, eux aux États-Unis, ils ont pas ça, ils ont des drogues beaucoup plus dangereuses. Bah écoute, tant pis pour eux. Ouais, on est d'accord. Nous sommes donc passés des concours de nourriture en mode freak show aux vidéos en direct où l'on mange pour avoir une compagnie lors du repas. La prochaine évolution du joyeux monde du mukbang, donc c'est l'ASMR, avec ses bruits de bouche. Certains, toujours dans une optique de glamourisation de l'alimentation, ne parlent plus mais se contentent de manger en silence en faisant un max de bruits dégueux qui viendront émoustiller les oreilles des spectateurs. Attends, tu veux dire un truc un peu comme ça? Arrête! Ah! Et alors, je ne peux pas m'empêcher de voir un lien avec ce qu'on appelle le food porn, qui a vu le jour dans les émissions de cuisine à la télé. Le but ici est de présenter la nourriture d'une telle façon qu'elle en devient sensuelle, presque sexuelle. Et ça, les mukbangers l'ont bien compris. En effet, les plats exposés à la caméra, les bruits de mastication, encore une fois, et de succion, jusqu'au gras de la nourriture étalée autour de la bouche, il y a beaucoup trop d'éléments qui peuvent être sexualisés. Certains vidéastes vont même jusqu'à ne montrer que leur bouche en gros plan, en prenant bien soin de manger la bouche ouverte, tel un orifice que l'on peut fourrer à l'envie de saucisses, de concombres, de bananes ou autres carottes. Oh. Pourquoi est-ce que j'ai une érection? C'était fait exprès. Ah ouais. Bien joué, mon gars. Mais ouais, avec plaisir. Mais revenons-en maintenant donc au mukbang et l'une des personnalités de ce milieu le plus connu, du moins en Occident. Il s'agit bien entendu de Nicolas Perry, alias Nicocado Avocado. À la base, un petit youtubeur mettant plutôt l'accent sur ses vocations artistiques. Il jouait du violon et jouait dans des pièces de théâtre notamment. Mais surtout, il mettait en avant son mode de vie vegan. Pour en savoir plus d'ailleurs sur le véganisme, je vous invite à écouter un de nos épisodes qui en parle, mais également de nos amis les araignées. Ah oui, effectivement. Attends, celui-là, c'était vraiment mon épisode préféré. Mais de loin. Il de était loin. génial. Ah, le must, Tellement du must, intéressant. du Ouais. must. Avocado va alors se rendre célèbre assez rapidement, où il se met en scène dans des vidéos où il mange beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Et non seulement ça, mais en plus il mange que du fast-food, et met également en scène ses crises de nerfs et ses problèmes de santé. En effet, il grossit énormément, a du mal à respirer, et on le voit même se faire caca dessus dans une vidéo. Ouais, il allait très très loin dans ce délire. Ouais, absolument. Le monde assiste alors à la déchéance d'un homme soumis aux recettes promises par le nombre de vues générées. D'ailleurs, à cet effet, l'essayiste et vidéaste Pacom Thielman on a fait une vidéo où il parle de Nicocado Avocado pour la chaîne d'information Blast dans sa chronique Infernet, qui est excessivement intéressante. Donc je vous invite à aller la voir. En septembre dernier, Nicocado Avocado sort une vidéo intitulé Two Steps Ahead, que l'on peut traduire par 2 coups d'avance, où il apparaît mince. Donc très étonnant quand on sait que la dernière vidéo de lui où il apparaissait gros ne datait que d'il y a quelques parce que semaines. Si je me trompe pas, alors j'ai pas les chiffres précis, mais je crois qu'il avait atteint les 250 ou 300 kilos. Et il était énorme. Vraiment dans un cas d'obésité morbide grave. Ah ouais, à fond. C'était pas, c'est pas genre juste qu'il a pris quelques kilos quoi. C'était vraiment excessif. Absolument quoi. Mais là il apparaît vraiment très très mince quoi sur la vidéo quoi. Et dans cette vidéo, donc il explique que durant les 2 années précédentes, il a orchestré la plus grande expérience sociale au monde, bon le melon le gars, car alors qu'on le voyait au fil des vidéos toujours s'empiffrer toujours plus et être toujours plus obèse, lui en fait il faisait un régime. Et toutes ces vidéos parues avant, donc pendant les 2 années précédentes, avaient été en fait enregistrées avant. Et au préalable, donc pendant que lui se mettait au régime et s'affairait à perdre du poids. Oui, bien sûr. Bah non mais apparemment c'est véridique quoi, le mec bon
pervers, hein, sûrement un pervers narcissique d'une Ouais, certaine non, façon. mais j'ai 2-3 détails sur comment est-ce qu'il organisait justement son business, parce que c'est exactement ça. Ah bah totalement. Et à l'évidence, enfin, j'ai quand même du mal à croire, même si clairement il savait exactement ce qu'il faisait. Là pour moi, on est plus, même si c'est lui qui l'avance, on est clairement dans la théorie. Il a même fait des vidéos où il expliquait clairement que depuis le début, il ne faisait ça que pour l'argent. Ah oui. Et qu'il avait Ouais. parfaitement compris que d'exploiter le drame de sa vie personnelle, en plus du fait de manger énormément, ça doublait c'est l'entrée de revenus, en fait, tout Ouais. simplement. Il avait même plusieurs chaînes secondaires où il faisait la même chose pour démultiplier encore. Il avait tous lancé ses son OnlyFans aussi. il avait, voilà, exactement. Donc, lui, son seul intérêt, ça a été ça. Et donc, d'arriver là après, c'est encore une tentative de manipulation, en fait. Mais bien sûr, C'est tout. absolument. Absolument. Bah, de toute façon, il le dit lui-même, hein, pour le coup, une tentative d'expérience sociale, en fait, quoi. Mais bon, expérience sociale sur son public. Ouais. Enfin, c'est- c'est bizarre, quoi. Enfin, je crois qu'il a pas trop compris le concept d'expérience sociale, mais bon, bref. Donc, Nico Cado, par cette vidéo, par cette kidéo, mais bon, bref, où il atteste d'un ego surdimensionné et révèle pourtant une problématique majeure de ce business, celle, encore une fois, du voyeurisme et du plaisir pervers que certains ressentent à voir un être humain se dégrader, tout ça pour la gloire et l'argent. Car oui, cette pratique n'est pas sans conséquences. Déjà, les quantités de bouffe hallucinantes que certains s'engouffrent sont à la limite de l'indécence. Enfin, même pas à la limite, sont indécentes. Ouais, oui, complètement. Complètement. Quand tu vois que la miniature YouTube est remplie de burgers, Ouais, c'est ça, ouais. tu vois, c'est genre, c'est... ça- Absolument, quoi. Ouais, mais l'idée, c'est toujours, c'est un peu la logique d'Internet, quoi. C'est toujours plus, toujours plus. Ouais, toujours absolument, quoi. plus. Donc, le mec d'avant, il a mangé 80 Big Mac. Ouais, bah, moi, j'en mange 100. Bah, c'est la culture du clickbait, quoi. Exactement. Ouais. Et dans certains cas, et notamment pour les vidéos en provenance d'Asie, on a également pu assister à de la maltraitance animale, où certains se filmaient en train de manger par exemple des poulpes vivants. Donc bon, t'as juste envie de les baffer, ces gens-là, quoi. Attends, après, tu sais quoi? Je crois que sur les petits marchés en Corée, tu peux manger des... Ça se mange, hein. Ouais, non, mais oui, ça oui, absolument, Des quoi. tentacules de poulpe qui bougent encore, ça se mange. Ouais, mais bon, je veux dire, Bon, c'est très discutable. c'est un marché local, c'est une habitude alimentaire. Bon, ça je juge pas, même si bon, on a le droit d'avoir une opinion. Mais le truc, c'est que ces vidéos diffusées sur internet, elles ont Une portée vachement plus grande. Oui, une bah portée oui. internationale. Ouais. Et peut-être que pour les Coréens ou les Asiatiques de façon générale, peut-être que c'était pas choquant, mais pour des Occidentaux comme nous, bon, c'est sûr, il y a une comparaison de valeur à ce niveau-là. Mais n'empêche que tu peux pas t'empêcher de te poser des questions, quoi, à ce niveau-là. Et enfin, les problèmes de santé causés par cette pratique sont évidemment à révéler. Donc Nico Cado en est sûrement le meilleur exemple, mais il concerne beaucoup de personnes qui pratiquent le mukbang. Entre les problèmes gastriques, cardiaques et respiratoires, il y a choisi, en gros. Le cas le plus grave est celui d'un mukbanger chinois de 24 ans qui est mort en direct après avoir mangé pendant 10 heures d'affilée. Son estomac s'est perforé et ce qui y était contenu s'est alors déversé dans son abdomen. Ah! Ouais, et il est mort en direct, quoi, face cam. Et c'est les spectateurs qui ont appelé les secours. ouais. Exactement. Ah. Ouais, donc extrêmement lugubre, quoi. C'est sur cette information morbide et pas très appétissante, hein, faut le dire. Néanmoins très intéressant. Non, mais c'est Évidemment, vrai. Je veux quand même évidemment. rendre à César ce qui est à Ouais. Sam. Voilà. C'est sur ça que je conclus mon sujet. Le mukbang est une machine à fric, ça ne fait pas de doute. Mais alors, il vient pourtant d'une initiative pourtant pure, celle de ne pas manger seul. C'est aussi simple que ça à la base. On l'a vu, il en faut peu pour tomber dans l'excès. Je finirai ce sujet par une citation qui nous vient de Charles-Augustin Sainte-Beuve, à l'époque où le mukbang n'existait pas encore, écrivain français et sénateur sous le Second Empire, et qui dit « La saturation, il y a un moment où cela vient dans ce repas qu'on appelle vie. Il ne faut qu'une goutte alors pour faire déborder la coupe du dégoût. » Magnifique. Dans ton culture. Ah, nous voilà dans le débrief. Le moment où on débrief. Comme Bah sur ouais. France Culture. Sur les sœurs Papin, parce que du coup, là, t'as bien tous les faits, tous les éléments. Ouais. Donc, on est d'accord qu'une des principales théories qui aurait expliqué leur geste, c'est le concept de la folie à deux. Ouais. Est-ce que toi, ça te paraît cohérent? Bah écoute,
Moi, enfin, juste pour en revenir vite fait, quand t'étais tombé sur ce sujet-là, que t'étais ah ouais, vas-y, je vais trop le traiter, tout ça, machin, et puis on en avait parlé avec la personne qui avait mis le sujet, tout ça, et vous aviez l'air d'un peu connaître le truc, donc je me suis dit, ouais, c'est vraiment un truc énorme, quoi. Et alors oui, dans la violence de l'acte, c'est excessivement énorme. Ah, on est à un niveau qui est rarement vu. Hein. Mais par contre, en termes d'enquête, en termes de résultats obtenus, en termes de tout ça, bah c'est bizarre, quoi. Bah en fait, c'est parce qu'à l'époque, ils se sont pas beaucoup attardés sur l'aspect psychiatrique. Ils ont pas forcément cherché à comprendre. Enfin, ils ont essayé de comprendre, mais comme ils avaient aucun retour de la part des sœurs en elles-mêmes, ils se sont dit bah écoute, bah ça reste quand même un double homicide. Et puis ça s'est arrêté là en fait. Mais après, concernant la folie à deux, bah moi personnellement je connaissais pas ce concept psychiatrique. Je te le dis même pour qui est sorti avec Joaquin Phoenix. C'est exactement ce que j'allais dire. La première fois que j'ai entendu parler de ce mot-là, c'était de cette expression-là, c'était le film Joker qui est sorti là. C'est drôle de coïncidence. Ouais. Mais voilà. Et donc, mais après, alors, est-ce que c'est c'est une condition psychiatrique qui est avérée, ou alors est-ce que c'est soumis à interprétation? C'est de la même manière. Là, c'est un peu, chacun fait un peu sa propre sauce, si je puis dire. Parce que, bah, pareil, c'est, maintenant, c'est encore discuté. Il y a encore des experts qui, c'était ça, on sait pas. Si on en vient à parler de l'emprise, psychologique plus généralement, et ça c'est avéré, dans les cas de maltraitance. Il doit y notamment. avoir un truc de ce genre-là. Bah ouais, je pense que c'est ça, parce que si notamment il y avait un rapport peut-être de subordination entre les deux frangines, l'une qui était plus grande et l'autre qui était plus petite, qui était peut-être plus influençable. A priori, c'est ça. Ouais, bah oui, voilà. Et que tu me dis en plus que tu disais qu'elles passaient genre littéralement tout leur temps ensemble et qu'elles étaient recluses, elles avaient aucune vie sociale ni quoi et tout ça. Bah Peut-être, effectivement, mais ça pourrait être aussi simple que ça, parce que sinon les seules autres théories, mais ça pareil, je trouve que c'est un petit peu léger, mais il y a une psychothérapeute qui a écrit un ouvrage sur les sœurs Papin et qui dit que il se trouve que donc Monsieur Lancelin, donc le maître de maison, il a été pris, c'était je sais plus c'était quoi son boulot, mais genre un peu comme il siégeait au conseil général, quelque chose comme ça en fait. Okay. Et en fait, il a été pris dans des histoires de détournement de fonds. Enfin, en gros, il a un peu magouillé. Enfin bon, c'est un dirigeant français quoi. Ouais. Et voilà. Et en fait, a priori, lui du coup avait une espèce d'image auprès des sœurs Papin et du coup, ça aurait vacillé et ça aurait joué là-dedans. Bon, moi, je trouve ça un peu léger. Personnellement, je veux dire, ou alors ça aurait pu servir de déclencheur. Ouais. Mais bon, faut pas oublier qu'elles ont énucléé leur maîtresse. Ouais. C'est pas genre oui, c'est pas genre sous le coup de la folie, tu lui mets un coup dans la tête et tu la tues sur le coup. Parce qu'elle disait qu'elles étaient sur un palier, à la limite, elle aurait pu, je sais pas moi, la pousser dans l'escalier, tu sais, d'un geste comme ça, et après se rendre compte qu'elle a fait non, ça a été méticuleux. Bah et puis il y a quand même eu l'air d'avoir un sacré acharnement quand même. Énorme. Ouais. Elles étaient méconnaissables quand elles ont été trouvées en fait. C'est-à-dire que c'est ah là là. Et donc voilà, donc et puis ça s'est passé en 33, c'est ça? 33, ouais. Donc ça fait l'histoire, elle a 91 ans aujourd'hui, donc pour réouvrir l'enquête et tout ça. Ah non, mais de toute façon l'enquête ne sera jamais réouverte. Bah ouais, jamais vraiment résolue quoi, ça c'est clair. Et donc on peut supposer que là à l'époque actuelle probablement qu'une affaire pareille serait traitée très différemment. Je pense qu'on s'attarderait vachement plus sur le passé des sœurs Papin. Il y aurait déjà une enquête psychologique beaucoup plus poussée. Il y aurait, tu vois, là, franchement, ça a été vraiment rushé. Le procès, ça a duré 24 heures. Ouais. Ce qui est quand même, on parle d'un double homicide, d'une violence rare. Ouais, on s'est pas trop pris la tête quand même pour ça. Non, clairement pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'elles étaient un peu simplettes, un peu dociles. Ouais, voilà, quoi. Voilà, elles ont vrillé. Et voilà, hop, condamnées à mort, pouf, et au revoir, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, c'était la justice de l'époque, C'était mieux avant. Ouais, on arrivait vite aux conclusions et tout ça, donc voilà. Exactement. Ouais. Donc voilà, ça c'était surtout pas ça pour les sœurs Papin. Et puis alors ton truc sur le mukbang. J'avoue, tu sais que moi pendant très longtemps, je dois l'admettre. Pour moi, mukbang, c'était une catégorie sur un certain type de site. Ah, on fait le zigouigoui. Voilà, le mukbang, non. Bon, après... Ouais, tu sais quoi, je suis pas allé vérifier, mais je suis sûr que tu peux trouver des vidéos de mukbang. T'as dit que Nico Cado Avocado, il avait un OnlyFans, alors. Ouais. Ah oui, voilà, c'est clair, on reste dans la cohérence, quoi. Absolument, quoi. Mais, le sujet que je n'ai pas, enfin, on va dire l'élément que je n'ai pas abordé dans le sujet, c'est, en relation avec le food porn, donc, que j'ai adressé, mais,
que l'épisode, pour tout amateur de South Park qui se respecte, un des meilleurs selon moi, c'est l'épisode Crème fraîche, donc en français dans le texte, où qui révèle justement vraiment l'absurdité du food porn et l'addiction, l'obsession que certaines personnes peuvent avoir envers ce truc-là. Donc juste pour résumer rapidement l'épisode, donc c'est Randy Marsh, un des protagonistes de l'histoire, qui il a des problèmes de couple avec sa femme et il reste tard la nuit pour regarder des chaînes payantes à la télé de Food Network. Ouais, de Food Network, voilà, ouais. Oui, où en gros on passe tout le temps à bien présenter la bouffe, tout ça, machin, et faut à bien chaque fois malaxer finir la viande avant de la mettre au four. Ouais, exactement. C'est dégueulasse. Et à chaque fois avec le petit détail, avec une pointe de crème fraîche. Toujours une pointe de cream fraiche. Cream fraiche. Exactement, quoi. Et ça arrive jusqu'à un moment où sa femme, comment elle s'appelle déjà sa femme, je me rappelle plus. C'est Sharon. Sharon. Ouais. Ah voilà, Sharon, exact. Qui le surprend en train de se masturber. Sans grande surprise, hein. Ouais, sur une vidéo de cuisine du coup. Et donc là, grosse crise de couple, lui devient complètement obsédé, il veut participer à un concours. Ouais. Et elle en fait, elle trompe sa solitude en fait en s'achetant un Shake Weight qui est vraiment une machine d'exercice aux États-Unis, sauf que les petits polissons que sont les créateurs de la série en fait l'ont arrangé de telle sorte que ce soit littéralement en fait un chibre. C'est un zboob. Ouais. C'est un zboob. Et donc voilà. Sharon doit le masturber pour ensuite se faire gicler dessus de l'eau pour se rafraîchir la peau et la machine lui rend la monnaie. Et après elle fait la sieste. Ouais. Et en fait l'épisode finit et ça j'ai adoré ce truc là où en fait donc là il est dans son émission de télé Randy Marsh pour cuisiner et il a oublié sa crème fraîche et donc là il rentre à la maison et elle est où ma crème fraîche et tout et là t'as Sharon qui arrive et qui comprend en fait à quoi ça servait la machine de masturber cette machine et en fait elle allonge Randy sur le lit, elle le masturbe. Et l'épisode finit où évidemment Randy a joui et là il se fume une clope sur le lit, il fait la cuisine c'est vraiment de la merde et puis là il se tourne pour faire la sieste et l'épisode finit comme ça et c'est génial. Encore une excellente morale de la série. Ah ouais non mais c'est là que tu dis que c'est quand même les mecs qui écrivent cette série, ils l'écrivent quand même au fur et à mesure. ouais Hein, c'est clair. Donc c'est non c'est clair. Non et puis je sais pas comment ils font pour avoir toujours des idées aussi tordues comme ça Mais du coup, sur Nico Cado Avocado, là, maintenant, il a repris. Enfin, parce que moi, je m'étais arrêté. Moi, j'avais suivi beaucoup du drama autour de ce mec-là, notamment où il mettait en scène les disputes avec son mari. C'était où il se filmait la nuit avec son respirateur. Ouais, voilà, des trucs glauque, comme ça. c'était extrêmement Ouais, glauque. absolument. Ouais. Et où c'était arrivé à terme où il faisait une vidéo de lui dans un immense appartement à Las Vegas, Ouais. et où il expliquait très naturellement que voilà, si j'ai fait tout ça, c'est pour ça. Et où il montrait son penthouse à Las Vegas et c'était une tristesse. Absolument. C'est le vide absolu, tu vois. Ah c'est la vanité totale quoi. Voilà. Mais alors du coup, ça veut dire donc là il revient. Je verrais pas l'intérêt pour lui. Bon après je m'en fous honnêtement. De toute façon, mais il est intéressé que par une seule chose. Donc oui voilà, c'est ça. Il va juste trouver un truc pour rebondir. Je me suis pas intéressé à lui après cette vidéo. J'avoue. Mais bon, si on reprenait ces vidéos de mukbang, ce serait débile. Ce serait débile, Surtout... sachant déjà que je pense que vu le stade auquel il est, jusqu'où il est allé là, ouais. Il a déjà perdu, je dirais, facilement 10 à 15 ans de sa vie. De toute façon. Ah oui, c'est sûr, ouais. Donc est-ce qu'il veut vraiment continuer à jouer avec le feu? Ouais, c'est ça. Mais bon, après, il a d'autres sources de revenus, je sais pas, après... Ça se trouve, est-ce qu'il va retourner à son mode de vie vegan? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va continuer sa chaîne OnlyFans après tout? On ne le sait pas. Enfin voilà. Puis de toute façon, maintenant, il est multimillionnaire, ce gars. Donc bon, il pourrait limite disparaître des écrans qu'il est bénaise. Il est sauce bernaise, même, je dirais. Ouais, est-ce que t'as un petit mot de la fin? Parpaing. Eh bien, voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous, nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de vous la péter grave au réveillon après le foie gras et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts, mettez-nous 5 étoiles, ça nous ferait un super cadeau de Noël. Et rendez-vous également sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Nous mettre des commentaires aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de nos épisodes. Et puis nous mettre des petits cœurs aussi parce qu'on nous aime bien ça les petits cœurs. C'est trop mignon, exactement.
Bon allez, quel avo les Gros potos. bisous tout le monde, ciao ciao. Je suis pas ton pote, mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis pas votre mec, les gars.